Voilà, ben Nathalie, quand tu veux. Oui, bonjour à tous. J'espère que vous m'entendez. Je vais essayer de maintenir les deux visuels, à savoir le mien et celui de mon visage, disons, et celui du PowerPoint. Alors, tout d'abord, je me présente. Je suis géographe, je suis environnementaliste, comme le mot qu'a employé Céline tout à l'heure. Et d'ailleurs, je la remercie pour cette introduction. Et le titre de mon intervention est Cheminer vers le futur entre utopie et dystopie. Et donc, je vais beaucoup parler des récits de science-fiction ou des films de science-fiction. Alors, tout d'abord, je tiens à dire, et Céline en a parlé un peu tout à l'heure, qu'en tant que géographe environnementaliste, je dirais que mes travaux devraient concerner avant tout la manière dont l'espace, le territoire, la terre intervient dans la fabrique des sociétés que j'étudie, dans les espaces que j'étudie, et non pas tant le temps, puisqu'on a cette séparation épistémologique entre la géographie et l'histoire, hein, qui concerne également l'éducation secondaire, où finalement le temps concerne l'histoire et l'espace concerne la géographie. Or, en tant que géographe environnementaliste, ce qu'on constate, c'est que le futur travaille les disciplines ou travaille la discipline géographique de manière absolument féroce. Et travailler sur l'environnement, c'est forcément s'intéresser à la question non seulement d'ailleurs du futur, mais aussi du passé, parce qu'on a parlé de futur, mais on n'a pas parlé de passé, ce qui renvoie à une remarque un peu incise, c'est-à-dire que le séminaire, finalement, n'interroge pas ce que veut dire ce mot futur, sur quelle échelle, à quelle échelle, sur quel pas de temps. Et du coup, est-ce que c'est le futur des décennies? Est-ce que c'est le futur de l'Anthropocène, qui est un futur archi-millénaire pour le coup? Et donc, on a un problème de calage, finalement, ce dont on parle. Mais quoi qu'il en soit, ce n'est pas l'objet de cette intervention. Et du coup, moi, je vais passer sous silence cette idée que le futur n'est pas très bien défini, que c'est difficile en tout cas de savoir de celui dont on parle, d'autant plus que les sciences n'ont pas toutes le même futur. Là, on parlait de paléontologie tout à l'heure, et là, on est dans un passé, pour le coup, archimillénaire. La sociologie des sciences n'a pas le même futur que d'autres disciplines qui travaillent à l'échelle du système Terre, par exemple. Donc, on a un problème de calage, je dirais, de ce que veut dire le futur, ce qui veut dire aussi un calage, une difficulté sur ce qui concerne la manière dont on aborde les univers épistémologiques qui s'accompagnent de modélisation, de prédiction, etc., et qui accompagnent également les recherches en sciences sociales, même en géographie, notamment du côté de la géographie physique, je dirais, mais également du côté d'autres sciences avec lesquelles travaillent les disciplines de géographie humaine. Donc voilà, et ce calage, il est très difficile. Je dois avouer que c'est bon. Et du coup, pour parler de la manière dont le futur intéresse les disciplines telles que la mienne, qui travaillent avec d'autres disciplines de sciences expérimentales, hein, eh bien, il faut comprendre comment ces disciplines sont construites et finalement quel pas de temps elles intéressent. Ceci d'autant plus que quand on parle, par exemple, de travailler, on travaille sur la manière dont les pratiques sociales intéressent l'environnement. Finalement, on a une compréhension de cet environnement qui est largement documentée par les sciences expérimentales. Alors que ça soit l'écologie, hein, que ça soit la biologie, que ça soit la géologie, la géomorphologie. Et du coup, implicitement, finalement, cet environnement qui nous est donné, avec lequel on travaille, et quand on travaille sur le rapport des sociétés à l'environnement, il instruit une certaine temporalité. Il implique une certaine temporalité. Alors, un deuxième point, ça c'est le premier point qui donne à voir la difficulté en ce qui concerne ma discipline pour travailler avec le futur. Un deuxième point qui rend difficile de traiter de la façon dont mes recherches empruntent au futur est l'instabilité des temps présents, en lien avec le changement climatique, la difficulté des prévisions, que reconnaissent d'ailleurs, si vous prenez par exemple les grands assureurs,
eh bien, ils reconnaissent tous que l'instabilité des temps présents rend très difficile le calcul, par exemple, des assurances à venir, qui est largement jusqu'aujourd'hui basé sur des probabilités, c'est-à-dire des moyennes statistiques, et celles-ci sont rendues précaires, au point qu'il y a eu un récent rapport, je crois, de la Banque de France qui parle de green swan, hein, des signes verts, comme on a parlé de signes noirs sur ces questions-là, pour montrer que, bien, en termes d'anticipation ou de prédiction ou de prospective en matière d'assurance, on était obligé de réinventer des méthodologies qui nous permettaient de parler du futur. Et pour le coup, en tant que géographe, travaillant sur ces questions d'environnement, je me dis quelle sorte de recherche puis-je adopter en ces temps qui sont instables, avec des temps instables qui impliquent pour les uns l'éternité, ou en tout cas le temps très long de l'Anthropocène, puisque je vous rappelle, quand on présente la question de l'Anthropocène, on est sur une courbe comme ça de l'histoire, une espèce de spirale qui montre le temps de l'homme ou des êtres humains comparé au temps, à d'autres temporalités. On voit à quel point ce temps des êtres humains est court. Donc c'est bien qu'on est sur une échelle de temps très importante. Et l'autre type de temps, c'est le temps des espaces domestiques, le temps, par exemple, des mobilisations citoyennes dont parlait Caroline Gallès tout à l'heure. Hein, et on voit bien qu'on est sur des temporalités qui sont incommensurables, qui empruntent à des épistémologies variées et qui pourtant, dans notre société contemporaine, sont mises en regard et sont à mettre en regard d'une certaine manière. Donc, on est dans cette recherche qui va essayer de faire cohabiter ou de faire se rencontrer ces différentes temporalités qui sont largement, je le répète, soumises au dérèglement biophysique. Alors, ce qui m'intéresse là-dedans, dans vous dire à quel point c'est difficile pour une géographe environnementaliste de travailler sur cette question des futurs ou de travailler sur cette question des temporalités, c'est qu'on voit bien qu'on ne peut pas avoir une lecture unique, qu'on est sur une lecture plurielle de ces temporalités. Et ceci, encore une fois, d'autant plus que le changement climatique modifie, par exemple, la temporalité de la larve en termes d'éclosion, si on parle de ça, aussi bien que la temporalité de nos modes d'action à l'égard de l'environnement ou les temporalités du capitalisme, comme en témoignent finalement ces questions d'assurance. Donc, de mon point de vue, ce qui m'intéresse, c'est dès lors d'intégrer ces différentes temporalités comme questionnement et de travailler sur la manière dont ces collectifs qui sont entre ces natures et ces cultures eh bien, régulent ou donnent à voir des modes de régulation de ces temporalités. Donc, et là, je me réfère à, je vais vous montrer les couvertures d'ailleurs, je me réfère à un travail que nous avions fait avec un collègue David Christoffel pour la revue Multitude. L'idée, c'était de s'affranchir des temps messianiques linéaires pour reformuler des exigences à l'égard du présent. Et là, non pas dans le sens du présentisme que pointe Hartog, mais dans le temps des contradictions, des résolutions qui sont propres au temps individuel et collectif qui accompagnent l'émergence de rapports locaux. Donc, d'une certaine manière, ça serait travailler, puisque Céline Grandjou parlait tout à l'heure de communauté épistémique, en parlant à la fois des scientifiques, des univers des scientifiques, mais aussi des univers des administratifs ou de communautés. Moi, je parlerais de communautés de sens qui sont géographiquement implantées et qui travaillent et qui sont travaillées finalement par ces différentes temporalités. Alors, il y a une autre façon aussi de comprendre cette question-là. Je vais juste lancer le mot d'une certaine manière. C'est la question de la panarchie. Je ne sais pas si d'aucuns d'entre vous connaissent cette vision du temps. C'était Gunderson et Holling qui, en 2002, avaient montré qu'il fallait, pour s'affranchir du temps linéaire, il fallait aller sur l'idée du cycle de la transformation. Donc, ils mettent en œuvre toute une démonstration
de cette question du cycle de la transformation, avec l'idée que les communautés écologiques, finalement, ont une acmé et puis s'effondrent et puis renaissent de leurs cendres, etc. Et qu'on est plutôt sur des cycles que sur une vision linéaire et émancipatrice des temporalités. Alors, ceci étant posé, j'ai eu l'occasion de travailler sur ces temporalités de manière plus éclatée que ne l'a fait Céline Granjou, puisqu'elle montre que pour elle, c'est un programme de recherche. J'ai eu l'occasion, dans le cadre d'un scénario, d'un travail commandité par le ministère de l'écologie, dont vous voyez l'intitulé ci-dessus, la prospective des modes de vie urbains et facteur 4, Promove, de travailler avec Agnès Sander sur la manière dont la science-fiction rendait compte de modes de vie au futur. Donc ça a été un premier travail, une première analyse finalement des récits des futurs. Alors pourquoi, dans le cadre de ce travail, se concentrer sur la question des science-fiction? Eh bien, pour les raisons qu'a pointé Gaëlle tout à l'heure, c'est de dire que la question des futurs est traversée de part en part par cette question de l'imagination, de la projection d'une certaine manière. Dans la science-fiction, on trouve dès le XVIIIe siècle, puisque je crois que le premier récit de science-fiction, ou en tout cas qui est épinglé comme étant l'ancêtre, date des années, je crois, 1790, quelque chose comme ça. Donc, et c'est le futur de Paris qui est concerné. Donc, on a une science-fiction qui accompagne la naissance ou le développement d'une philosophie de l'histoire. Donc, ça va bien, d'une certaine manière, avec tout ce que je vous ai dit sur la question des temporalités. Et du coup, il me semblait intéressant de voir comment, dans cette période de reconfiguration des temporalités, entre les temps longs, les temps courts, les temps explosifs, les temps catastrophiques, finalement, la science-fiction permettait de penser ces temporalités. Un deuxième travail ah non, c'est pas, il faut que je me mette là. Alors, un deuxième travail, c'était celui de Multitude, qui est une revue plutôt impliquée, qui n'est pas une revue scientifique au sens propre. Comment? Vas-y, Nathalie. Ah, d'accord. C'est un numéro de Multitude, le numéro 69, où, avec mon collègue David Christoffel, nous avons dirigé un dossier qui s'appelle Chronopolitique. Et nous essayons à l'époque donc de voir de quelle manière se mettaient en place des politiques du temps et comment ces politiques du temps finalement finissaient par être mises à mal, notamment du point de vue de la planification, par exemple, puisqu'il y a un article à l'intérieur qui concerne l'époque soviétique, était mise à mal par les dérèglements auxquels nous assistons aujourd'hui. Il y a d'autres articles à l'intérieur de ce numéro, mais fondamentalement, c'était de mettre en avant l'idée qu'il puisse y avoir des chronopolitiques, des politiques du temps. Enfin, un dernier travail beaucoup plus récent et qui a été co-dirigé avec Olivier Coutard notamment, mais bien d'autres également, qui était un exercice de recherche prospective, de prospective de recherche urbaine. Donc la question, c'était comment nos disciplines vont-elles se reconfigurer à l'épreuve des temps futurs, d'une certaine manière, et non pas quel va être le futur. C'est bien plutôt, comme aujourd'hui, d'une certaine manière, la question, quel est le futur de nos disciplines à l'épreuve de ces temps futurs. Et pour le coup, nous avons essayé de répondre à cette question, mais bien sûr en découvrant que c'était une question extrêmement complexe, voire une gageure sur laquelle, je pense, sur le plan méthodologique, nous étions mal armés. Alors, voilà les sources de ma réflexion, qui est une réflexion, je vous l'ai dit, qui part d'éléments un peu éparses. Et pour découper un peu cette présentation, je vais dire que mon exposé va se déployer en deux temps principaux.
En premier, je vais revenir sur les dystopies. Donc là, c'était pour illustrer les temps messianiques avec un tableau de Marc Chagall. Donc, en première partie, je vais revenir sur les dystopies, les utopies que mettent en lumière les textes et les films, notamment dans le champ de la science-fiction. Et puis, dans un deuxième temps, je vais essayer brièvement, puisque le temps est compté, encore une fois, de revenir sur la manière dont on peut penser les temporalités à partir de méthodologies de recherche qui donnent une place à d'autres façons de faire de la recherche. Donc, une première chose, la question de la science-fiction. Donc là, c'était pour illustrer. Donc, par rapport à ça, la science-fiction, la fantaisie, comme l'ont montré de récents travaux, c'est un genre, je vous l'ai dit, qui s'invente dans l'optique d'une anticipation sociale à des fins d'exploration de ce qu'une société, alors même que les sciences sociales sont naissantes à cette époque, peut devenir. Donc, c'est un genre littéraire, comme je vous l'ai dit, qui accompagne plutôt une philosophie de l'histoire. Alors, ce n'est pas juste le tableau d'une société au futur, mais on peut qualifier finalement le genre de la science-fiction comme une expérience de pensée, une façon de fabriquer des hypothèses sociales, de jouer sur des variables. Et encore une fois, il ne s'agit pas tant de prédire l'avenir que d'essayer par l'imagination de dérouler ce que l'avenir peut contenir à partir de projections, d'expériences de pensée. Alors, on peut parler finalement de la mise en l'honneur ou de la gigantisation de certains traits particuliers, par exemple l'écologie ou la catastrophe écologique ou d'autres catastrophes encore qui permettent d'accentuer et de mettre en exergue finalement ce que peuvent vouloir dire ces catastrophes. Alors, le thème de la planète, de la nature, de sa destruction, des environnements possibles, joue un rôle crucial en science-fiction, et ça dès au départ. Il y en a qui disent même que dès au départ, la science-fiction a été la mise à l'épreuve de ce que va devenir la Terre ou le rapport terre et technique, d'une certaine manière. Alors, en outre, ce qu'il y a d'intéressant dans la science-fiction, c'est que c'est un vecteur de réflexivité collective. Donc, ça donne à voir des tableaux du futur ou des expériences de pensée qui permettent d'imaginer le futur et ça donne à les discuter collectivement. C'est un genre narratif qui est très vivant. Pendant longtemps, il a été très, très disqualifié. Et ces dernières années, disons ces 20 dernières années ou ces 30 dernières années, on a une prolifération des genres de science-fiction. Je ne vais pas avoir le temps tellement de m'appesantir sur ces genres, mais on peut voir qu'il y a vraiment une prolifération même des sous-genres en science-fiction. Je pense au steampunk, il y a plein de genres dernièrement, et la science-fiction climatique également qui s'est beaucoup déployée ces dernières années. Donc, on a une prolifération. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que la science-fiction, elle joue un rôle dans la popularisation des découvertes, dans la propagation d'angoisse, voilà, et qu'elle est très liée à de nombreux risques majeurs qui sont mis en avant dans nos sociétés. Donc, on peut penser au nucléaire, la surpopulation, la pollution, la bureaucratie, la fragmentation sociale, les tempêtes, les inondations, le risque climatique, etc. Voilà, c'est vraiment une science-fiction qui traite de ce qui nous angoisse, de ce qui nous fait réfléchir collectivement. Alors, la science-fiction, donc je vous l'ai dit, se développe sous le mode d'une expérience de pensée. C'est un genre aussi bien spéculatif, comme on peut parler d'ailleurs de design spéculatif dernièrement, c'est-à-dire qu'on voit par exemple dans le domaine du design que des designers développent des objets qui seraient des objets du futur de telle façon à faire réfléchir sur le présent, des faux objets d'une certaine manière. Et donc, ça nous permet d'explorer. Et donc, ça ne vise pas forcément
la progression des connaissances. En outre, on a un autre genre sur lequel on peut revenir, c'est celui de l'utopie. L'utopie par rapport à la science-fiction, c'est la projection de modes futurs, enfin de modes, non, pas de futur d'ailleurs, c'est des processus narratifs d'engendrement de mondes alternatifs plutôt que futurs, qui permettent d'imaginer des alternatives valables. Alors, il y a des récits de science-fiction qui sont aussi des utopies, mais tous les récits de science-fiction ne sont pas des utopies. Il y a des récits de science-fiction qui sont des dystopies, c'est-à-dire finalement des utopies sombres. On reviendra là-dessus. Alors, la science-fiction, que ça soit en termes littéraires ou en termes filmiques, elle a souvent été classée comme un genre narratif, souvent, je vous l'ai dit, qualifié de populaire, pas très exigeant du point de vue de la valeur des récits qui ont été développés, soi-disant en tout cas, même s'il y a aujourd'hui des écrivains de science-fiction qui sont portés au Panthéon. Mais en tout cas, jusqu'aux années 90, ils étaient largement relégués à l'arrière. En revanche, la question de l'utopie a eu un destin plus noble d'une certaine manière, et on voit que l'utopie a conquis de nombreux auteurs. Alors, je pense par exemple aux réflexions d'Henri Lefebvre, un philosophe et sociologue marxiste, qui a développé toute une réflexion autour de l'utopie expérimentale. Et j'insiste sur cette dimension de l'utopie chez Henri Lefebvre parce que lui, ce qu'il veut, c'est critiquer l'existant, notamment par des pratiques poétiques. Donc, l'expérimental, c'est une voie d'action singulière qui permet de s'opposer, de bâtir une distance critique avec le présent. Foucault, on reviendra sur ça à la fin, a également travaillé sur cette question de la distance critique par rapport au temps présent. Mais du coup, il ne s'agit pas tant de futur que de la pensée ou de la manifestation d'une alternative. Mais vous verrez que si vous tapez utopie sur le net, vous aboutissez au genre d'images qui sont devant vos yeux, c'est-à-dire avec, d'un côté, vous avez la ville verte qui, selon Céline et bien d'autres, d'ailleurs pas seulement Céline, mais témoigne d'une ingénierie écologique. Donc, utopie, voici ce sur quoi vous tombez en termes d'image, et dystopie, vous avez la figure de droite. Donc, on a une requalification d'une certaine manière des termes utopie et dystopie par des images qui empruntent à la fois à la science-fiction et à l'utopie traditionnelle, c'est-à-dire le tableau d'un monde alternatif bâti en distance critique du monde présent, mais qui est souvent un monde alternatif qui est urbain. Vous vous rappelez, Thomas More, la première des utopies, l'utopie, eh bien, c'est une façon d'habiter la Terre qui est mise en avant. Donc voilà. Donc l'utopie par rapport à la science-fiction, on a une société modèle, c'est un peu des traits caractéristiques, une société modèle qui s'oppose à une société réelle avec une critique de l'une par rapport à l'autre. On peut avoir des utopies partielles, on n'a pas toujours des utopies totales, c'est-à-dire que ça ne concerne pas toujours tous les modes de fonctionnement de cette société en question. On a un recours à l'imaginaire spatial et temporel pour qualifier l'écart de l'utopie à la société. On a une expérience de pensée qui inscrit l'utopie dans le registre du possible, comme en science-fiction. La science-fiction inscrit finalement les tendances qu'elle décrit dans le registre du possible, d'un possible qui peut s'incarner dans les choses mêmes. Ce n'est pas simplement un possible naïf, totalement chimérique. Et qui repose finalement sur un possible épistémologique qui s'oriente sur essayer de formuler de nouveaux énoncés pour bâtir finalement cette alternative. Puisque dans l'utopie, ce qui n'est pas le cas forcément de la science-fiction, il y a de l'engagement militant. Il y a souvent de l'engagement militant, et c'est pour ça que Lefebvre, mais aussi Bloch,
Ernst Bloch a parlé de l'utopie. Alors, ce qu'on peut voir en termes de science-fiction, c'est que si je vais analyser maintenant, c'est qu'on a un futur qui est inscrit entre espoir et désespoir, utopie et dystopie. Ça, c'est très clair. Et on ne peut pas, enfin, c'est quelque chose qu'il faut retenir, il n'y a pas d'utopie pure et il n'y a pas de dystopie pure. C'est-à-dire que le cauchemar contient de l'utopie ou de l'espoir et le rêve merveilleux contient du cauchemar. Et ça, c'est quelque chose qui est assez permanent dans ces rêves de futur ou c'est-à-dire qu'on est, on est dans l'inquiétude d'une certaine manière. Alors, voilà, un des pans, on va explorer un peu rapidement 3 pans. Un premier pan de ces, je l'ai divisé en 3 d'ailleurs. Plus rapidement, qu'il te reste une quinzaine de minutes max pour tout. Ah, d'accord. Bon, bah, écoutez, je vais aller très vite, comme toujours, hein, parce que j'avais prêt. Donc, il y a 3 pans, disons, à cette réflexion, et je ne vais pas avoir le temps de les développer, même si ça fait 25 pages. Donc, je ne dirais que les 2 petits paragraphes introductifs, puisque je tiens après à ce qui suit. C'est-à-dire qu'on a d'un côté une civilisation ou des groupes sociaux qui vont se réancrer dans un monde qu'on peut qualifier de pastoral ou de bucolique, voire qui font de la fusion avec la nature les conditions de possibilité de retrouvailles de l'être humain avec lui-même. Alors, et là, pour le coup, on est dans un futur qui est présent comme un désir impossible, nostalgique, à l'image d'un paradis perdu. On a derrière des figures, bien évidemment, de ce paradis perdu quasi religieuse. Alors, un deuxième thème qui est plutôt catastrophique. Alors, ce paradis perdu, ce premier thème, il contient son lot de cauchemars, hein, d'absolutisme d'une certaine manière. Un deuxième thème qui regroupe des auteurs qui mettent en scène une nature déréglée dans ces cycles agrolunaires. Hein. On pense à la science-fiction climatique notamment, avec ces auteurs phares. Hein. Et du coup, là aussi, on a à la fois un horizon catastrophique et en même temps un horizon de jouissance. On pense chez Sterling, je crois, aux chasseurs de tempêtes, donc des gens qui font de la chasse des typhons, des tornades qui vont apparaître, un horizon de plaisir. Voilà. Et ce qui est intéressant par rapport à ce deuxième thème, c'est que c'est un futur qui est déjà présent d'une certaine manière et qui reprend des groupes d'action ou des manières dont les gens font déjà au présent et qui, encore une fois, les grandissent. Le dernier thème, c'est de cette science-fiction liée à la géographie environnementale, en tout cas, c'est l'humain technique. Donc, c'est toutes les tentatives de biomécaniser l'être humain et d'inscrire ce corps humain en prolongement d'un appareillage technique. Donc, on a là des thèmes forts, enfin des structures. Alors, dans le premier thème, par exemple, j'ai juste donné le nom d'un auteur qui m'est cher, d'une autrice qui m'est chère, c'est Elisabeth von Aburg, qui a tenté en 1996, donc Chronique du pays des mers, de mettre en scène des modes de vie post-carbone qui évolueraient progressivement, mais les hommes sont relégués à l'extérieur de la cité, puisque c'est eux qui sont censés avoir conduit ce monde à la catastrophe. Donc il y a toute une réflexion sur à la fois comment remédier à un constat, etc. Donc, je ne vais pas m'apesantir puisqu'il me reste peu de temps. Je voudrais revenir pour finir sur ces quelques minutes qui me restent sur la manière dont, en réponse à cette analyse, on peut finalement repenser la recherche. Oui, juste un dernier mot là-dessus pour dire que dernièrement, les dystopies sont bien plus nombreuses que les utopies et qu'il y en a certains qui parlent même de la crise de l'utopie, c'est-à-dire l'incapacité que nous pourrions avoir à nous projeter dans un futur positif. Donc ça, c'est aussi quelque chose, et dans les films, ça ressort de manière particulièrement forte. Donc, quelle peut être la réponse en termes de recherche pour se positionner et évoluer dans ce futur?
enfin, dans ce futur ou vers ce futur. Alors, si j'ai utilisé le mot de cheminée pour intituler ma présentation, c'est pour une bonne raison. C'est-à-dire que je ne décris pas un futur, je ne m'inscris pas dans un futur, je m'inscris d'une certaine manière, comme je l'ai dit, dans la description de ces communautés de sens, et notamment des initiatives de la société civile qui veulent agir sur l'environnement, et j'essaye de voir comment mes travaux peuvent s'inscrire dans leur dynamique ou contribuer à leur dynamique. Par rapport à ça, ma façon de ne pas m'inscrire dans quelque chose qui serait déjà écrit dans ces futurs que nous pouvons décrire, hein, eh bien, c'est de faire appel à la recherche-création. Ça, c'est une des façons qui me semble intéressante parce que la recherche-création, j'ai écrit un long article là-dessus, permet de déplacer et d'accompagner des groupes d'acteurs dans essayer d'imaginer de nouveaux possibles, de bâtir des alternatives qui ne soient pas simplement des alternatives donnant place à la rationalité d'une certaine manière, mais également à la capacité à se projeter par l'imagination, avec des artistes éventuellement, et des artistes qui vont donner forme, ou des chercheurs artistes qui vont donner forme à ces expérimentations locales qui sont conduites avec ces communautés de sens inscrites géographiquement. Donc, et l'expérience en tant que telle, y compris par exemple si ça aboutit à un spectacle ou à une exposition ou à un film par exemple, permet de penser que nous agissons collectivement sur l'univers des possibles et donc déplaçons finalement cette rationalité qui inscrit le passé, le présent et le futur dans une trajectoire linéaire. Donc ça, c'est une première modalité finalement d'action en termes de recherche pour répondre à ce qui apparaît être l'angoisse catastrophique qui accompagne les temps présents. Une deuxième façon, et je vais conclure là-dessus, c'est Michel Foucault dans son récit. Alors je vais passer parce que voilà, une petite diapositive sur la recherche-création. Il faut savoir que nous avons fait beaucoup de ces expérimentations et que nous continuons à en faire aujourd'hui sur 3 territoires. Là, c'est une exposition qui a eu lieu dans une galerie. On était une centaine sur le futur de la ZAC rive gauche avec les habitants. Enfin bon, ça a été tout un processus de recherche-création. J'en ai fait d'autres et je continue à en faire avec des collègues bien nombreux d'ailleurs, que ça soit dans différents territoires et notamment à Saint-Denis où on va avoir tout un festival à la rentrée. Donc l'autre corpus auquel je me réfère, qui me permet de penser un peu autrement cette question de l'utopie, c'est le texte de Michel Foucault. Un texte qui a été publié, je tiens à dire, dans un deuxième temps, c'est-à-dire que c'est d'abord une intervention radiophonique qui est intitulée L'utopie des corps et qui a été enregistrée en 1966. Alors, vous avez les citations, donc je ne vais pas les lire, j'espère que vous les voyez assez. Dans une première intervention, ce que dit Michel Foucault, c'est que l'utopie, c'est tout sauf le corps, c'est tout sauf la réalité, d'une certaine manière, la dure matérialité. Donc, il dit l'utopie, c'est en opposition à ce que traduisent de réalité nos corps. Et puis, il va revenir sur cette affirmation pour dire finalement exactement le contraire, ou d'une certaine manière exactement le contraire. Il dit, pour que je sois utopie, il suffit que je sois un corps. Et en fait, en faisant ce mouvement, d'une certaine manière, il réintroduit le corps comme étant le lieu le moins transparent qui soit, le lieu le plus opaque, le lieu le plus critique finalement,
de ce que peut constituer la réalité actuelle. Donc, pourquoi s'attarder sur ce texte? C'est un article que nous avons fait dans un ouvrage qui est consacré aux nouvelles formes de l'utopie, un ouvrage qui a été publié, j'aurais dû montrer la couverture, mais il y a 2 ans à peu près. Je trouve intéressant de penser les dysfonctionnements environnementaux actuels comme représentant d'une certaine manière, et ça renvoie au nouveau matérialiste aussi, des façons de critiquer et de se mettre à distance sur le mode de l'utopie des réalités telles qu'elles nous sont présentées. C'est une façon aussi de bâtir une critique que de s'intéresser, voire se concentrer sur la manière dont les dysfonctionnements environnementaux, la matérialité, les matérialismes rappellent finalement ce cas d'utopique ou à l'inverse, ça dépend comment on utilise le terme, ces trajectoires du futur, ces anticipations qui donnent peu de place à la difficulté que nous avons à qualifier nous-mêmes en tant qu'êtres humains, ce qui est en train d'arriver. Donc, je ne vais pas aller plus loin. Je trouve très intéressant de manière générale, non pas simplement de s'attacher au futur tels qu'ils sont bâtis dans le GIEC, dans l'IPBES, bien que ça soit très intéressant également, ou même les futurs que dessinent les méthodologies des assureurs hein, ou des financiers, mais d'essayer de réfléchir au futur tel que les dessinent ces communautés de sens qui sont elles-mêmes inscrites dans différentes temporalités, au point qu'on a même du mal parfois à savoir ce que veut dire futur pour chacune ou pour chaque individu et même chaque collectif. Voilà, je vais m'arrêter là pour laisser place à la discussion. Merci beaucoup Nathalie, beaucoup de pistes hein, entre ces diverses temporalités, les fonctions et révélations de la science-fiction, la recherche-création et l'utopie foucaldienne fondée sur l'expérience vécue des corps. Donc Martine est là pour lier à sa manière toutes ces thématiques et lancer la discussion en te posant quelques questions. Donc, Martine, à toi la parole. Merci. Merci beaucoup pour le partage de ces réflexions et d'amorcer toutes ces pistes en fait, de réflexion sur à la fois les formes narratives d'anticipation et les différentes pratiques scientifiques et non scientifiques qui permettent d'envisager différents futurs et de réfléchir à la façon dont s'exprime la présence du futur dans nos pratiques. Non seulement nos pratiques scientifiques, mais aussi dans des pratiques narratives qui peuvent venir nourrir ces pratiques scientifiques. Alors moi, je vais revenir en fait sur les différents aspects de votre présentation pour en dire ce que j'ai entendu. Quels sont quel lien je peux faire aussi avec des travaux qui me sont plus familiers et dans le temps de cette première, dans ce premier temps de discussion, j'en profiterai pour vous poser quelques questions et vous inviter aussi à peut-être développer certains aspects de votre présentation sur lesquels vous n'avez pas pu que vous n'avez pas eu le temps de développer plus en détail, mais qui moi, m'interpellent. Alors, ce que j'ai entendu dans un premier temps,
c'est que il y a de multiples cheminements en fait vers le futur et vers différents futurs dans votre carrière à travers différents moments et différentes pratiques et que ce cheminement tourne autour de cette tension entre utopie et dystopie qui revêtent différentes formes et qui vous amènent aussi à, mmh, à effectuer différentes formes, d'intervention. Alors il y a ce constat initial que je trouvais très intéressant, de voir qu'au-delà des incertitudes, définitionnelles, qu'est-ce qu'on entend exactement par le futur? À quel pas de temps il faut envisager la question du futur, et au-delà de la diversité, des futurs qui peuvent exister en fonction des champs disciplinaires, il y a un constat qui me semble assez fort, qui est que désormais la question du futur traverse une bonne partie de nos disciplines et de nos pratiques et qu'on a du mal, en fait, peut-être, quelles que soient nos disciplines Mmh. aujourd'hui, particulièrement en sciences sociales, Oui. à s'affranchir ou en tout cas éviter la question du futur puisque les dérèglements que vous avez évoqués semblent aujourd'hui traverser nos disciplines. Donc c'est particulièrement saillant évidemment dans le domaine des recherches de l'environnement, sur l'environnement qui est confronté, comme vous l'avez dit, à ces multiples futurs, qui ont des temporalités, diverses, des temporalités très ordinaires, très quotidiennes à l'échelle, des collectifs, à l'échelle de cette activité, humaine et puis, cette échelle anthropocénique, plurimillénaire et donc deux échelles temporelles qui semblent incommensurables, mais qui s'interceptent et qui s'interceptent particulièrement dans les, recherches, sur l'environnement et dans ces temps, en fait, de crise ou de bifurcation, qui amènent, en fait, à essayer de réfléchir sans forcément, pouvoir, avoir un discours, complètement stabilisé sur ces, multiples temporalités, leurs encastrements, voilà, leurs interceptions, en fait et qui conduit à un postulat initial qui est celui d'une lecture plurielle des changements, qui s'appréhende à plusieurs, échelles et à la nécessité d'appréhender les modifications, depuis, l'échelle, micro des modifications des habitats des larves que vous avez évoquées, jusqu'à des mutations plus globales, du capitalisme. Donc la nécessité de penser, les temporalités, mais d'appliquer peut-être aussi une méthode qui est propre à la géographie, qui est cette méthode de raisonnement par échelle, de l'appliquer aussi au raisonnement, qui, intègre une dimension, temporelle. Et vous avez ensuite, développer les multiples présences du futur dans les récits de science-fiction, en faisant le lien avec, les sciences sociales, et les humanités et en réfléchissant à la façon dont, ces multiples présences du futur dans les récits de science-fiction se retrouvent aussi, dans, les pratiques de sociologues ou, chez, des philosophes comme chez Michel Foucault. Donc j'étais évidemment, assez sensible à votre définition de la science-fiction, non pas seulement comme un tableau d'une société future, non pas seulement comme la représentation d'un tableau, d'une société telle qu'elle pourrait être sans être, connectée à nos activités ou à nos imaginaires actuels, mais plutôt à la science-fiction comme une expérience de pensée, comme un exercice à partir duquel on peut réfléchir. Exercice qu'on retrouve, qui traverse en fait finalement la pratique de la philosophie. Par exemple, on a des exercices de pensée de longue date, c'est même un mode de raisonnement en fait et qui me semble permettre aussi de nuancer la relégation, dont était, victime un peu la science-fiction, qui était effectivement un genre un peu dénigré, en tout cas pas forcément considéré comme très valide et qui a au contraire, comme vous l'avez, très bien dit, déjà qui a une grande vivacité dans le monde de la littérature, mais qui peut aussi nous intéresser dans nos pratiques scientifiques parce qu'elle propose en fait cette expérience de pensée jusqu'à proposer des utopies qu'on pourrait appeler, réalistes et en cela, ça rejoint aussi, certaines évolutions, des sciences sociales sur lesquelles, je vais revenir. Donc
des expériences de pensée, des supports en tout cas pour des expériences de pensée qui ont à la fois qui peuvent à la fois jouer le rôle de caisse de résonance de certaines angoisses collectives, qui peuvent aussi, comme vous l'avez dit, propager des découvertes et puis aussi repenser les imaginaires ou en tout cas modifier les imaginaires des temporalités. Et donc, c'est la première question que j'avais, qui porte sur la question des rapports entre l'utopie et le réel et la question des possibles. Donc, d'imaginer des possibles alternatifs, la science-fiction et le genre narratif d'anticipation des futurs comme étant un exercice d'imagination d'une alternative, pas forcément de ce que le futur va être, pas forcément un exercice prospectif, mais l'imagination d'alternatives à partir des conditions actuelles. Donc, vous avez évoqué Henri Lefebvre, qui propose d'utiliser la science-fiction comme un espace critique, comme un espace narratif dans lequel peut s'élaborer une critique du temps présent, donc presque un espace refuge face à une réalité qui devient difficilement supportable et, et qui est donc ce que je qualifierais un imaginaire de résistance et ce que vous disiez comme étant un temps de construction de la distance critique avec un recours à l'imaginaire spatial et temporel, mais qui s'inscrit tout de même dans le possible et dans le réel. Et moi, j'aimerais prolonger en fait en citant le travail d'Eric Olin Wright, qui est donc sociologue, qui est sociologue marxiste, mais marxiste analytique, et qui a travaillé sur les utopies réelles, qui a essayé de vraiment développer le concept d'utopie réelle. Ces travaux ont été traduit il n'y a pas si longtemps aux éditions de la Découverte et qui a permis de populariser un peu ces travaux. Et il prend, enfin pour moi, ce que je trouve assez intéressant chez Eric Olin Wright, c'est qu'il prolonge en fait ces temps des années 70-80 dans la sociologie où on essaye d'imaginer des futurs alternatifs, mais dans une posture vraiment de résistance. Je ne sais pas si on peut qualifier aussi le discours de Foucault comme un discours de résistance face à des angoisses dans les années 60 qui prennent vous parliez de gigantisme, voilà, qui prennent une ampleur qui devient assez difficile en fait à appréhender à l'échelle humaine. Et je me demande dans quelle mesure on peut faire une chronologie en fait de ces rapports entre utopie et possible dans le champ des sciences humaines et sociales, en voyant comment, dans les années 50, 60 en particulier, face à la question du nucléaire, se développe déjà une première réflexion sur des espaces radicalement alternatifs. Si j'ai bien, enfin, si mon souvenir de Foucault est correct, c'était vraiment une forme d'insularité, en fait, l'hétérotopie et une insularité, un espace qui est un espace refuge et qui est vraiment une résistance face au réel, avec Lefebvre également un espace de résistance et où on commence à penser l'alternative, et puis avec Eric Olin Wright, une acceptation en fait de mondes possibles, alternatifs, qui deviennent aujourd'hui un mode de réflexion à part entière. On peut penser aux uchronies, par exemple en histoire, qui n'étaient absolument pas légitimes, en fait, je pense il y a même 20-30 ans, et qui aujourd'hui deviennent vraiment un mode de pensée autorisé, et qui, là encore, au nom du fait que c'est une expérience de pensée, permet aussi de renouveler nos pratiques scientifiques, nos modes de raisonnement, en intégrant la question du futur en lien avec l'alternative, sans pour autant que ces futurs soient déconnectés du réel. Ils sont au contraire des anticipations, mais réalistes, à partir de ce qui existe. Le travail d'Eric Olin Wright n'était pas ancré dans les enjeux environnementaux ou dans dans les changements globaux. Il est plutôt ancré dans la crise de la démocratie et de la crise sociale. Et donc son livre sur les utopies réelles était une série en fait d'utopies qui pouvaient être mises en place dans les conditions politiques et sociales actuelles, qui pouvaient avoir un potentiel radicalement transformateur, un potentiel de changement global social et surtout des inégalités, mais dans les conditions réelles actuelles. Ce qui rejoint dans les genres de la science-fiction, ces genres qui se sont développés à partir
partir des années 90, à la suite du genre steampunk qui proposait vraiment des univers de fantasy complètement alternatifs. Et dans les années 90 se développe ce genre qu'on appelait de la hard sci-fi, de la science-fiction un peu dure, mais qui essaye de partir en fait des innovations existantes, de construire des mondes à partir des technologies existantes et avec des travaux d'anticipation légère qui se sont aussi développés au tournant des années 2000, où certains auteurs ont cherché à imaginer un futur légèrement différent, mais en radicalisant certaines découvertes qui avaient pu qui ont été faites aux certaines innovations technologiques, qui imaginent en tout cas des rapports à la technologie un peu différents, mais en partant toujours des technologies existantes. Donc, ça m'amène peut-être donc à cette première question, qui est d'interroger la présence du futur, pas seulement dans la science-fiction, mais aussi dans les pratiques scientifiques, parce que c'est quelque chose que vous avez évoqué comme une toile de fond. Vous avez participé dans plusieurs de vos expériences scientifiques. La question du futur s'est posée, mais est-ce que vous pourriez décrire un peu plus avant comment le futur, les formes du futur, les définitions du futur ont évolué dans ces différentes actions de recherche que vous avez évoquées, qui semblent, si j'ai bien compris, se dérouler sur un temps quand même assez long. Et plus précisément, en fait, donc, qui a contribué à définir, à faire entrer ces futurs dans la discussion, comment les futurs ont évolué, qui ont été donc les personnes qui ont participé à la définition de ces futurs, dans quel but, pour quelles audiences aussi. Parce que donc j'évoquais ces différentes fonctions en fait de l'utopie dans les sciences sociales, mais j'aimerais savoir dans votre pratique scientifique et dans les expériences que vous évoquiez, quelles ont été aussi les fonctions du futur et comment la définition du futur a évolué. Une deuxième question porte sur la question de la présence, de ce que la présence du futur fait à notre activité. Je me demandais si vous pouviez développer un petit peu cet aspect et en réfléchissant à la façon dont, à partir des expériences que vous avez citées, comment la réflexion sur le futur, comment ces anticipations, comment la construction de ces alternatives ont eu un impact sur l'activité des collectifs, enfin, déjà sur votre activité, et ensuite sur l'activité des collectifs auprès desquels vous êtes intervenu. Est-ce qu'il y a eu des modifications des rapports aux espaces, aux territoires, aux environnements, des modifications des imaginaires? Est-ce que ça a fait émerger aussi de nouvelles façons d'envisager les temporalités futures? Enfin voilà, de quelle façon penser le futur modifie les représentations qu'on peut avoir de notre propre action et comment ça modifie également l'action collective. Et j'avais une dernière question, mais qui était plus une invitation à discuter de la dernière partie sur les modes nomades, mais peut-être qu'on pourra revenir dessus après. Oui. Merci. Écoutez, en tout cas, merci beaucoup pour cette lecture et toutes vos remarques qui me conduisent à penser que nous devrions interagir, ce que nous n'avons pas fait jusqu'ici parce que beaucoup de thèmes en commun nous rapprochent, à vrai dire, donc ça serait dommage de ne pas en profiter. Les millions de la recherche française n'étant pas immenses, je serais ravie de pouvoir discuter plus avant de tout ça. Alors, je reviens sur le premier pan de votre question, de quelle manière le futur est intervenu dans des pratiques de recherche au long cours. Je dirais que quand j'ai commencé à travailler dans les années 90, du coup, pour ma thèse, la question du futur, elle ne se posait pas du tout comme elle se pose aujourd'hui. Alors que je venais finalement de l'aménagement urbain, de l'urbanisme, etc., là, même où la question de l'utopie se pose, et l'utopie de manière critique, en tout cas, c'était une utopie critique, mais pas une question de futur. Je pense que le futur est intervenu par la suite. Je pense que la question du futur, telle qu'on peut la poser aujourd'hui, ou telle même que le LABEX en témoigne, avec le titre Futur urbain, est tout à fait contemporain. Enfin, je ne pense pas qu'on l'aurait posé comme ça dans les années 90.
Alors, d'une certaine manière, pourquoi? Parce que dans les pratiques géographiques des années 90, nous étions préoccupés d'interdisciplinarité, de trouver les manières d'aborder cette question environnementale sur le plan scientifique, de relier les sciences expérimentales aux sciences humaines et de la société, pas pour poser la question des futurs, mais de voir déjà quelle était cette nature. On est au début des années 90, donc d'une certaine manière, le GIEC se met tout juste en place, même s'il y a eu des signes avant-coureurs de la question climatique. On ne peut pas dire que au début des années 90, la question climatique est présente dans le débat public et elle n'apparaîtra finalement qu'assez tard dans le débat public, en tout cas avec la force qu'on lui connaît aujourd'hui sur le thème de la catastrophe écologique. Donc c'est là où il y a une perméabilité de nos pratiques de recherche avec la société dans son ensemble et la manière dont elle évolue. Alors, je dirais que la manière dont le futur est intervenu, c'est à partir du moment où les communautés de géographes investis sur cette question de la ville durable, de l'écologie, etc., ont pris conscience du fait que la société ou les politiques n'allaient pas réagir face aux productions scientifiques qui mettaient en avant l'idée de crise environnementale. Et à partir du moment, moi je dirais la première décennie des années 2000, à partir du moment où cette crise est devenue finalement a mis en exergue l'idée qu'il y allait avoir un problème de futur, quel futur? Eh bien, je crois que le futur est arrivé effectivement sur le devant de la scène de manière très bavarde, on peut dire, au point voilà, de se poser les questions des futurs, de la dystopie, parce que les dystopies, on les voit arriver, en tout cas dans les films, beaucoup sur la dernière décennie, enfin beaucoup, beaucoup de dystopies. Donc, je dirais que c'est à ce moment-là, et à partir du moment où effectivement le futur s'est posé, disons dans le débat public, comment ce futur a-t-il transformé les pratiques de recherche? Je dirais que, notamment parce que je travaille sur les mobilisations de la société civile, qu'il s'agit de voir à la fois comment ces mobilisations réagissaient à cette force du futur dans le débat public et d'un futur angoissant, comment leur pratique de mobilisation était infléchie du fait du drame présenté comme à venir, et puis aussi finalement comment ces pratiques renvoyaient à des temporalités extrêmement diverses. J'ai travaillé à un moment sur un animal qui est appelé le cafard, et systématiquement, les gens renvoient à un futur archimillénaire pour parler du cafard. De toute façon, même quand nous ne serons plus sur Terre, il y aura le cafard. Donc, et voilà un futur qui est convoqué, qui est un futur à la fois angoissant et rassurant. Parce qu'une partie de la nature eh bien, n'a pas besoin de nous. Et ça, c'est quelque chose qui est un registre qui est mobilisé dans les communautés, dans les mobilisations environnementalistes. C'est cette idée-là. Donc, étudier quels sont les registres qui sont mobilisés dans ces communautés et comment elles justifient face à ces futurs divers de mettre en place des mobilisations, des pratiques, et puis comment elles les dessinent, je dois dire que c'est comme ça que mes pratiques de recherche sont finalement passées d'essayer de mettre en place des méthodologies interdisciplinaires d'études des dynamiques socio-environnementales à l'essence que pouvaient mobiliser, ou les registres de légitimité que pouvaient mobiliser ces mobilisations citoyennes pour instruire leur action. Donc voilà, ça c'est la première question, enfin je crois. Et du coup, quelle était la dernière? Parce que du coup, j'en ai oublié Oui, c'est… Ah,
Oui, oui, oui. Non, je réfléchissais à la... Parce que vous répondez un peu aux deux questions que j'avais. Une question sur la question des publics, donc qui envisage les futurs et dans quel but, en fait, pour quelles audiences, à partir de votre expérience. Et la deuxième portait sur ce que la présence du futur fait sur l'action scientifique et les collectifs avec lesquels vous avez travaillé. Mais peut-être qu'en fait, on peut, je peux reprendre cette première question sur la question des publics qui envisagent, parce que vous y répondez aussi, en fait, vous évoquez comment initialement la question du futur se pose pas et puis elle finit par se poser de plus en plus parce qu'on a l'impression que l'action politique surtout ne prend pas en compte la question de la crise et la question de ce futur en crise. Donc il y a plusieurs conceptions du futur qui s'affrontent et qui ne discutent pas et ça semble en fait encourager ou être un moteur en tout cas de mise d'affichage quoi, de la question du futur, en particulier pour les collectifs sur lesquels vous travaillez. Mais peut-être qu'on peut réfléchir en fait à la thématisation que vous aviez proposée des récits de science-fiction en parlant de la tension entre régression, adaptation, futur présent et personnes techniques que vous n'avez pas eu le temps de développer. Et peut-être qu'on peut déjà vous laisser développer cette typologie qui, moi, me semblait très intéressante et j'aurais bien aimé en savoir plus. Et peut-être, oui, à partir de votre expérience. Après, si vous souhaitez répondre à la question des publics qui envisagent les futurs, dans quel but et pour quelles audiences, bon, moi, j'ai l'impression que vous y avez déjà répondu, mais il y a peut-être des éléments supplémentaires à ajouter à propos de en développant cette typologie des 3 futurs dans la science-fiction, mais peut-être que vous pouvez les relier aussi à votre pratique scientifique. Est-ce que, cette typologie, elle est aussi valide, dans les sciences sociales? Moi, il y a une chose que je voudrais rajouter par rapport à ça qui me semble important, qu'on avait essayé de soulever dans le numéro de multitude, à vrai dire, sur les chronopolitiques, c'est à quel point, et ça rejoint finalement l'exposé de Céline, c'est à quel point les communautés épistémiques qui finalement mettent en scène des futurs divers, à l'aune de leur discipline également, discutent peu entre elles comme s'il n'y avait qu'un seul futur dont elles parlaient toutes. Donc, c'est qu'il y a peu de réflexion critique sur la question du futur. Et c'est pour ça que j'ai commencé par là et que ça me semble essentiel qu'on y réfléchisse, même en tant que catégorie. Je veux dire, les futurs que bâtissent ces différentes disciplines, à mon sens, traduisent des registres de sens, des façons de faire, des façons de produire l'avenir, qui sont extrêmement variés et qui ont des conséquences sur le plan politique, enfin, conséquences ou des implications à défaut de conséquences. Donc, ça, je pense qu'un premier pas serait de déconstruire l'idée qu'il n'y a qu'un seul futur sur lequel, et qui serait le même, juste ce qui ferait varier. Ça serait une façon, finalement, une focale différente de chacune des disciplines qui permettrait voilà, de déconstruire ces futurs. Je pense que les futurs qui sont construits par ces disciplines sont très divers, à vrai dire. Et pour le coup, c'est vrai que les communautés de sens, les mobilisations collectives, etc., voilà, ont tendance à entremêler ces différents futurs en fonction effectivement d'une question d'éducation, de sensibilité, de lecture, de tout ça. Donc, et ça me semble important à pluraliser. Ne pas croire qu'il n'y a qu'un seul futur sur lequel on travaille tous. Voilà. Et pour revenir sur la thématisation que nous avions envisagée avec Agnès Sander quand nous avions construit, c'est vrai qu'on n'a pas eu l'occasion de publier ensemble. C'est des travaux qui sont largement restés, même plus que largement restés, pas publiés. Et que je n'ai pas poursuivi par la suite. Mais effectivement, il y a eu un article qui est paru dans Nature et Culture il y a quelques années, enfin il y a bien une dizaine d'années,
sur la question des temporalités à partir de ça, et sur à quel point la question de la nature, en fait, le premier thème, la manière dont nous pourrions avoir de fusionner avec la nature, etc., appartient au registre du temps long. Un temps qui est souvent mobilisé, c'est-à-dire du temps très, 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 très long, le temps de la Terre. Encore une fois, on est là sur le temps de la Terre, alors que le temps des catastrophes est un temps qui est de fait en rupture d'une certaine manière, c'est-à-dire qui est assuré. Quand on pense par exemple aux travaux de Sterling, hein, on intervient, c'est des récits où les acteurs de ces récits eh bien, subissent la catastrophe, qui est un événement qui rompt le temps long, qui rompt le temps tout court, et donc ils sont agités par ce temps de la catastrophe ou ce temps de la rupture, et donc on n'est pas du tout sur la même temporalité. Alors que l'homme technique en tant que tel, là, on est sur des registres beaucoup plus individuels de la transformation et de la surpuissance éventuellement d'ailleurs, qui permettent de donner une échelle temporelle qui est plus celle des vies humaines, même augmentée d'une certaine manière. Donc, mais c'est vrai, ça serait une discussion à prolonger avec tout ce qui s'est passé depuis en science-fiction, c'est-à-dire probablement beaucoup de choses. Et peut-être y a-t-il d'autres questions dans le... Voilà, je vois que Caroline Gallès veut poser une brève question, dit-elle. Toute brève. Très bien, on lui donne la parole. Merci Nathalie, merci beaucoup pour cette présentation. Moi, je voulais revenir juste sur ce dont tu as parlé à la fin et à propos de Foucault et du corps comme lieu le plus critique peut-être des discussions sur l'utopie. Et en fait, tu n'as pas beaucoup parlé de tes travaux sur la dimension esthétique et sur la dimension sensible de l'environnement qui t'occupent encore beaucoup. Et je voudrais que tu nous dises quelque chose de ça, c'est-à-dire que est-ce que finalement le corps nous ramène à un présent ou un futur impossible? Donc, qu'est-ce que veut dire Foucault exactement par cette idée-là du corps qui serait finalement un lieu critique? Et est-ce que, pour reprendre ce que disait Olivier au début du séminaire, à propos du virus qui n'est pas là, mais qui nous occupe pleinement, enfin, qui nous renvoie aussi à cette question du corps, est-ce que voilà, ces questions du corps, elles ne nous plongent pas de manière très, très radicale dans ces questions d'un futur présent? Merci Caroline pour ce commentaire. C'est vrai que la question du corps, elle est au cœur de cette interrogation sur les futurs, c'est-à-dire du futur présent. Ce dont témoignent nos corps, notamment au travers de la maladie, notamment au travers de leur manière d'être affectés par les dysfonctionnements environnementaux, qu'il s'agisse du nucléaire ou qu'il s'agisse, par exemple, dernièrement, j'ai eu l'occasion, d'ailleurs c'est Claire Revol qui a beaucoup parlé d'Henri Lefebvre, qui m'a renvoyé vers ce documentaire qui a été créé sur les vaches de Fukushima et le corps des vaches de Fukushima. Donc, il y a plein de vaches et plein d'éleveurs qui ne veulent pas tuer leurs vaches en dépit de l'injonction gouvernementale. Et ces vaches qui errent dans la zone de Fukushima eh bien, témoignent de mutations, donc d'un futur déjà présent, si j'ose dire, puisque c'est des mutations qui vont affecter toutes les populations de vaches concernées par la reproduction éventuelle de ces vaches. Donc, nous sommes dans un futur déjà présent par rapport à ça. Et c'est vrai que tous mes travaux par rapport à la question de l'esthétique environnementale, c'est aussi la question de la sensibilité à ces transformations, au-delà même de ce qu'est capable aujourd'hui d'en dire la science. Donc ça, c'est important, c'est parce qu'une partie des travaux que nous avons développés avec Marine Legrand, d'ailleurs, dans la recherche-création, c'était l'idée que
la science et l'exercice de style de l'article académique était relativement sec par rapport à la description ou l'analyse d'un certain nombre de transformations et qu'il fallait laisser place à d'autres dispositifs pour nous permettre de rendre compte de ces transformations. Donc, la question de l'esthétique qui renvoie au sensible, qui renvoie à l'imagination, à l'émotion, nous permet effectivement de rendre compte mieux de ces transformations du corps. Enfin, un dernier mot, parce que je crois que c'est important, cet article, enfin ce numéro de Multitudes sur les chronopolitiques fait suite à un numéro de Multitudes que nous avions co-animé avec David Christoffel, qui est également poète, qui s'appelait Parler nature. Et la question pour nous, c'était de voir comment la nature parlait au travers d'un certain nombre de langages, de façons voilà, de signes qu'on pouvait interpréter. Donc, il y avait un certain nombre d'auteurs, hein, parmi lesquels Ferdinand Malcolm Ferdinand, excusez-moi, et d'autres qui avaient témoigné là-dedans. Et un des articles que j'avais écrit, c'était pour parler des maladies chroniques et de la manière dont les maladies chroniques renvoyaient effectivement à un état du monde et de l'environnement, dont les corps étaient le témoignage, que ce soit le cancer vécu, que ce soit, etc., mais qui s'adressaient aux personnes qui étaient les sujets de ces malades chroniques de manière opaque. C'est-à-dire que pour beaucoup de ces malades chroniques, ils ne savaient pas d'où leur maladie venait, qu'est-ce qu'elle disait, comment elles affectaient leur corps et quelles seraient les évolutions de ces maladies dans leur corps et donc quel serait finalement leur futur au travers de ça, et y compris le futur de l'environnement. Donc on a bien cette idée du corps ou de la difficulté à dire le corps et les transformations socio-environnementales comme un symptôme plus large de la difficulté à dire le futur. Merci. Il nous reste 5 minutes là pour continuer à échanger. Moi, je trouve que c'est un échange très, très riche et je remercie au passage Nathalie d'avoir m'avoir rassuré sur le fait que finalement, il y avait quand même un certain côté actuel, en tout cas, de la réflexion à mener sur la place du futur ou des futurs possibles dans nos réflexions, puisque finalement, cette place du futur, c'est plutôt inventé ou imposé récemment. Donc très bien, ça cautionne en tout cas le projet du séminaire. Merci beaucoup à Martine aussi pour avoir refait une lecture là, au débeauté, on peut dire. Impressionnante. Hein, quand même. Alors là, moi, j'ai été bluffée absolument. Et quand même, une des pistes que je trouve vraiment inspirante, c'est cette distinction entre différentes conceptions de l'utopie et l'utopie comme alternative possible versus l'utopie comme futur éventuel. Et j'ai l'impression que ça peut donner une dimension critique supplémentaire à nos réflexions qui serait de dire, comme nos chers marxistes, que le futur, d'un point de vue, agit un peu comme un voile de fumée, c'est-à-dire que tant qu'on s'intéresse au futur, on ne s'intéresse pas, ou moins, ou différemment, ou pas assez, à ce qui serait éventuellement possible aujourd'hui. Et on lit les deux, mais en fait, peut-être que ça ne va pas si facilement de soi ensemble. Bon, enfin, ce n'est pas très, très clair encore dans ma tête, mais là, il y a un fil que j'aurais bien envie de dénouer. Jean Estebanez posera une question et Nathalie répondra et nous serons arrivés au terme de la session. Jean, à toi.
Merci Olivier. Bon, finalement, ça s'articule assez bien avec ce que tu me disais juste à la fin. Effectivement, hein, pour revenir à des préoccupations quasiment marxistes, une des questions que je voulais te poser, Nathalie, c'est est-ce que tu as des éléments sur justement la dimension sociale de ces communautés de sens? Est-ce que tu as des éléments de cartographie de la façon dont les propriétés sociales s'articulent pas? Enfin, comment se positionnent tous ces gens qui produisent qui dessinent, qui pratiquent voilà, des futurs. Alors, je ne sais pas du tout, hein, évidemment, c'est quelque chose qui demande un travail à part entière, mais est-ce que tu as au moins des éléments, voilà, des petites hypothèses sur la façon dont tout ça, ça pourra être positionné socialement? C'est plutôt des hypothèses, hein, parce que j'ai Oui, jamais j'imagine. adopté cette clé de lecture pour travailler sur les communautés en question. C'est vrai que ce qu'on voit, par exemple, chez un certain nombre de communautés collapsologues, c'est donc forcément un futur qui est très éternellement compromis d'une certaine manière. Et donc, on a là, alors que du côté de communautés qui sont plus inscrites dans l'idée de la réparation, ça c'est un thème très important, hein, et qu'on voit même d'ailleurs arriver dans les travaux d'Achille Mbembe dernièrement, j'ai toujours, c'est-à-dire l'idée qu'il y a un certain nombre de collectifs pour lesquels il faut maintenant s'inscrire dans un éternel présent de réparation. C'est-à-dire qu'il ne s'agit plus de différer, de promettre, mais de transformer nos représentations et pratiques sociales profondément, de telle façon à être des communautés dont la culture, dont les cultures consistent à forger le sens de la réparation du monde ou le sens de la réparation de l'environnement endommagé. Donc voilà, je dirais que j'ai l'impression que ça se situe entre ces deux, voilà, ces valences, le retrait complet, parce que de toute façon, le futur est définitivement compromis et on est là dans un survivalisme, dans un futur terrible. Et de l'autre côté, des communautés ancrées qui manient l'idée de la réparation, éventuellement du care, etc., etc. Après, il y a une myriade, bien entendu, et il faudrait prendre ce prisme d'analyse pour essayer voilà, de mieux dénouer toutes ces façons. Puis, je suis sûre que ça se mélange aussi, hein. Il doit y avoir de la catastrophe dans les communautés du Caire et il doit y avoir du Caire dans les communautés de la catastrophe, etc. Donc, Oui, merci beaucoup, Nathalie. Oui, merci. Moi, j'ai trouvé aussi très éclairant ce commentaire que tu fais sur ta propre trajectoire entre les années 90 où l'enjeu était finalement de mieux comprendre, mieux connaître le monde tel qu'il est, et puis la période récente là où finalement il s'agit d'explorer par tous les moyens les alternatives au monde tel qu'il est. Enfin, je le formule de manière un peu rudimentaire, mais je trouve qu'on a là aussi on a une piste de réflexion fort intéressante pour le projet du séminaire. Écoutez, il est 12h41, donc ce que je vous propose, je ne vois pas de manifestation pour l'instant de questions pressantes. Ce que je vous propose, c'est que on suspende donc jusqu'à 14h, qui est l'heure de notre prochaine séance. Et puis, pendant cette longue pause déjeunatoire, là, vous aurez aussi l'occasion de réfléchir à tout ce que les deux premières interventions vous inspirent. Et donc, à la fin de la journée, là, que je ne dise pas de bêtises, entre 15h50 et 17h, c'est ça que j'ai dû noter quelque part, on pourra revenir aussi sur les choses qu'on a commencé à examiner, à discuter au gré de nos deux interventions et voir ce qu'on peut en faire pour la suite. Donc, vous pouvez continuer à réfléchir à ces questions-là, même pendant les pauses. Et donc, à tout à l'heure. Merci à Nathalie et à Martine. Et puis, rendez-vous à 14h. merci beaucoup. Bon appétit. Bon appétit. Merci.